Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre cet après-midi une audition sur la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds. Alors vous le savez, le Sénat a créé une commission d'enquête sur cette mesure. Quelles sont les modalités du montage juridique et financier pour la mise en œuvre de cette écotaxe poids lourds? Combien cela va-t-il coûter à l'État? Voilà les questions que se posent les sénateurs et nous on se retrouve tout de suite après. Mes chers collègues, alors nous allons auditionner maintenant M. Daniel Bursault, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. Je vous rappelle que nous avons déjà reçu 3 de ses collaborateurs. M. Michel Hersemul, chef de département d'expertise des partenariats publics-privés et de conduite des projets délégués. Et puis nous avons reçu également M. Antoine Maucor et Olivier Coua de la mission de la tarification. Lors de toutes nos auditions, nous avons entendu que la responsabilité de l'initiative, des choix, de la négociation, de la conduite du projet écotaxe relevait quasi exclusivement de la DGITM, que vous dirigez, Monsieur Bursault, depuis le début des opérations. La Direction générale de la douane et des droits indirects elle-même a renvoyé vers vous, je dois le dire, la recherche d'explications concernant l'évolution du projet initial et de son coût. Vous avez reçu, Monsieur le Directeur général, un questionnaire détaillé auquel vos collaborateurs, je crois, n'ont pu répondre dans son intégralité. Nous souhaitons en tout cas que vous puissiez nous apporter aujourd'hui l'ensemble des réponses, mais aussi que vous nous éclairiez sur le circuit de la prise de décision concernant ce dossier de l'écotaxe. Nos questions, ce sont les suivantes. Avez-vous décidé seul? Comment avez-vous utilisé l'expertise des autres services et missions de l'État? Selon quelle périodicité et quelles modalités et jusqu'à quel degré de précision vous avez tenu les différents ministres informés de la procédure? Quelle part avez-vous prise dans la décision de suspension? Là, nous rentrons dans l'actualité. Et quel est aujourd'hui votre rôle dans une éventuelle négociation avec le prestataire? Je vous informe que cette audition est ouverte au public, à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle que conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Bursault, je vous demande de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vais donc vous donner la parole, comme convenu, pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, si vous êtes d'accord. Et puis à la suite duquel, Madame le rapporteur, Madame Virginie Claes, vous interrogera, ainsi que les membres de la commission et moi-même. Voilà, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, puisque vous connaissez maintenant parfaitement l'historique du projet compte tenu des personnes que vous avez auditionnées. Je rappellerai simplement qu'une commande politique forte a été passée à la DGITM dans le cadre du Grenelle de l'environnement et que le ministre ou même les ministres en charge ont régulièrement insisté sur l'importance qu'ils accordaient à ce dossier et sur la nécessité d'aller le plus rapidement possible. Les objectifs écologiques qui étaient recherchés par la mise en œuvre de cette taxe étaient, vous le savez, de favoriser le report modal et d'inciter à la rationalisation des chaînes logistiques. Il s'agissait aussi, bien évidemment, de mettre en place un financement pérenne de l'AFITF pour assurer la maintenance et la modernisation de nos infrastructures de transport, dont vous connaissez la situation, que ce soit dans le domaine routier, ferroviaire ou fluvial. À cet égard, l'exemple de l'Allemagne est éloquent. Depuis la mise en place de l'ALK-Maut, le réseau autoroutier, qui était dans un état de dégradation avancée, connaît une nouvelle jeunesse. Dès lors, il m'appartenait, en tant que DGITM, de mettre en place, en lien étroit et permanent avec la Direction générale des douanes et des droits indirects, une structure et un processus permettant de répondre techniquement et juridiquement à cette commande, tout en s'appuyant en tant que de besoin sur les compétences existantes dans nos ministères respectifs. Mes collaborateurs, ainsi que les 2 directeurs généraux successifs de la GIDI, ont eu l'occasion de vous fournir des précisions à ce sujet lors de leurs auditions.
J'ai la prétention de penser que, nonobstant les obstacles de toutes sortes, dont une procédure dont vous connaissez l'issue au Conseil d'État et les critiques formulées, la DGITM, en binôme avec la DGDDI, a répondu correctement à cette commande et a conduit ce projet en toute légalité et transparence. Certes, depuis la signature du contrat EcoMove, des retards dans la réalisation du dispositif sont apparus, dont je pense qu'ils sont en quasi-totalité attribuables à cette société, même si elle le conteste. Ça fait l'objet de discussions que vous avez évoquées tout à l'heure, Madame la Présidente. Par ailleurs, c'est un point que je voulais souligner, jusqu'à août 2013, aucun des dispositifs de contrôle n'avait été détruit, le premier ayant été installé le 31 janvier 2012. Ce qui pouvait laisser penser qu'il existait une certaine acceptabilité sociale du projet, dont le démarrage était tout proche. Vous savez ce qu'il en est ensuite advenu en octobre 2013. Voilà ma déclaration préliminaire, Madame la Présidente. Je ne veux pas en dire plus. Je suis à votre disposition pour répondre, dans la mesure de mes moyens, à vos questions. Merci, Monsieur le Directeur. Madame le rapporteur. Oui, merci, Madame la Présidente. Première question, Monsieur le Directeur, vous venez de nous dire que vous estimez que la plupart des retards sont essentiellement attribuables à la société EcoMove, en tout cas à l'heure actuelle et peut-être jusqu'avant la suspension de l'écotaxe. Est-ce que ce n'était pas un petit peu prévisible quand même qu'en choisissant une technologie très nouvelle et puis une société qui n'affichait en plus que 30 millions de fonds propres dans le capital, etc., est-ce que c'était pas un peu prévisible qu'il y aurait des retards? Est-ce que les délais initiaux, autrement dit, n'ont pas déjà été calculés un peu trop juste? Un bouton, on me donne la parole automatiquement, c'est ça? Ouais. Sur cette question, le résultat effectivement de la consultation a été ce qu'il a été. Il a été évalué d'abord par mes services. Le rapport qui a été fait par mes services a été examiné par la commission consultative qui a été mise en place. Je pense qu'on vous a tenu au courant de ce qui était cette commission consultative, qui a estimé que les délais qui étaient proposés étaient crédibles, sachant que les délais qui étaient proposés par les concurrents étaient certes supérieurs, mais pas de manière substantielle. Donc nous avons pensé de l'origine que le délai de réalisation, certes, était extrêmement serré, mais n'était pas irréaliste. Sur le coup ensuite, entre l'évaluation préalable et la signature du contrat ou même l'avis de la MAP sur le sujet, l'évaluation du coût est passée de 231 millions d'euros à 650. Donc on a eu des premiers éléments d'explication sur cette évolution. Je pense qu'on peut la qualifier de dérive, hein, sans être péjoratif du tout. Passer de 231 à 650 millions d'euros, c'est quand même important. Est-ce que ça a fait l'objet de notes? Est-ce que ça a fait l'objet d'un suivi? Est-ce que ça a fait l'objet de rapports auprès des ministres ou des instances concernées? Alors, à ma connaissance et de mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir fait de rapport spécifique aux ministres concernés sur le sujet. Simplement, ça apparaissait à l'évidence comme étant le résultat de la consultation qui a été menée. Dont par contre, évidemment, les ministres ont eu connaissance avant de faire le choix définitif du classement qui a été effectué. Je n'ai pas fait, à ma connaissance, et je parle sous serment, donc je garderai de dire que j'en suis sûr, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir fait de note explicite sur le sujet. Encore une fois, celle-ci se déduisant du rapport qui a été fait à la commission consultative et qui a été remis aux ministres ensuite pour qu'ils établissent le classement. Je voudrais juste dire sur ce point, qui est effectivement un point important, déjà pour qu'on soit au clair sur de quels chiffres on parle. D'abord, il y a un sujet qui est les modalités de prise en charge des coûts de conception et de réalisation des équipements embarqués. Le montant initial, 231 millions que vous évoquez, qui figurait dans l'évaluation préalable, il ne prenait en compte que les éléments embarqués des non-abonnés. Les coûts estimés donc, des équipements embarqués des non-abonnés s'élevaient à 71 millions d'euros en utilisant les technologies dites GNSS et à 3 millions d'euros en DCRC. Bon, je ne vais pas faire dans des détails trop techniques, d'autant que je ne suis pas un spécialiste. Ceux des abonnés s'établissaient à 96 millions d'euros en GNSS et à 14 millions d'euros en DCRC, pris en charge à travers les coûts d'exploitation via la rémunération annuelle des SHT. Donc les chiffres qu'il faut comparer, je vous mettrai ça par écrit parce que c'est effectivement assez compliqué. Les investissements
l'évaluation préalable, en réalité, c'était 327 millions d'euros si on intègre ce coût supplémentaire qui n'est effectivement pas intégré dans l'évaluation préalable. Il s'agissait par ailleurs d'une estimation en valeur août 2008. Les investissements d'Ecomove, les 650 millions d'euros que vous évoquez à juste titre, sont chiffrés en valeur fin 2011 et ils comprennent 67 millions d'euros de frais de financement et impôts qui n'étaient effectivement pas intégrés dans le calcul qui était uniquement un chiffre d'investissement brut. Donc les chiffres qu'il faut vraiment comparer, et encore une fois, il y a effectivement, comme vous l'indiquez, un grand écart qui reste, 327 millions d'euros 2008 et 581 millions d'euros 2011. C'est vraiment la base, quand on compare toutes choses égales par ailleurs, sur laquelle il faut se baser. De ce que l'on a regardé à nouveau, les différences proviennent du dispositif de contrôle, qui est passé de 76 à 198 millions d'euros, et essentiellement du système central, qui est passé effectivement de 38 à 135 millions d'euros. Encore une fois, on vous donnera donc du coup, dans la mesure des possibles, parce qu'il faut aller rechercher dans tous les dossiers, le détail effectivement de ces évolutions. Je rajouterai que ce qui est intéressant, c'est de comparer les coûts globaux et qu'il y a aussi eu une augmentation sensible sur le réseau de distribution en ce qui concerne les estimations des investissements, puisqu'on avait imaginé dans un premier temps que c'était du personnel qui serait mis en place et qu'en fait, on a finalement dans le projet final prévu des systèmes de contrôle, des systèmes de distribution automatisés qui, du coup, sont inclus dans l'investissement. Donc, sur ces points-là, j'essaierai de vous donner des précisions écrites plus précises. Mais voilà les grandes explications en fait de cet écart de coût. Mais justement, je suis quand même, je persiste à être un petit peu étonnée parce que on dit depuis le début, et je crois que personne ne le conteste ici, c'était déjà un dossier complexe, difficile à mener. Donc, il me semble que dès le début, il aurait fallu peut-être s'accrocher de très très près à avoir des définitions très précises, à savoir de quoi on parle de façon très précise. Il y avait déjà, me semble-t-il, suffisamment de vagues et de flou sur un certain nombre d'évaluations. Donc, je m'étonne vraiment que ce soit aujourd'hui que vous me disiez on va rechercher, on va vous expliquer pourquoi. Il me semble que Je vous ai donné les explications, Madame la rapporteure, essentielles des écarts et des dérives. Les estimations s'étaient fondées, on dit deux mots de plus, on fait des estimations sur un système effectivement très complexe, comme vous le dites, qui n'a pas de précédent, en tout cas dans notre pays. On s'est entouré de toutes les conseils possibles pour faire ces estimations. Ensuite, c'est le marché qui a répondu. Et encore une fois, il y a eu 3 concurrents qui ont répondu à cette consultation. Les 3 concurrents, là aussi, on parlait des délais tout à l'heure, les 3 concurrents étaient dans ces ordres de grandeur de prix. Donc une solution, effectivement, et un projet très innovant, très complexe. Ça, je ne peux qu'agréer avec vous, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui d'ailleurs. Et derrière, des offres économiques qui ont été remises et qui sont ce qu'elles sont. Et ces montants de prix, là, quand ils sont arrivés, les premiers montants, ils vous ont surpris? Vous les avez trouvés, c'était ceux à quoi vous attendiez? Les tout premiers montants, je parle sous contrôle de mes collaborateurs, les tout premiers montants dans les offres initiales étaient encore plus élevés. Donc on avait été effectivement très surpris. Et effectivement, quand on a regardé après les offres finales, je pense qu'on a des raisons, qu'il y a des raisons objectives qui aboutissent à ces coûts. Sur les augmentations, moi j'avais une question, je redonne la parole à Madame le rapporteur. Est-ce qu'il y a eu des modifications, enfin des surcoûts par rapport au chiffrage réalisé à la date de la signature du contrat? Est-ce qu'il y en a eu après la date en surcoût, après la date de signature? Et est-ce que s'il y en a eu, ça a été pris en charge par Ecomove? Alors, comme vous le savez, sur ce point précis, le contrat il est passé avec des prix déterminés forfaitairement, qui sont ceux donc, qui ont été rappelés par Madame la rapporteure. Le contrat n'a évidemment pas été modifié depuis qu'il a été passé. Et donc, tout surcoût dans la réalisation des prestations, y compris ceux qui seraient liés à des retards qui sont dus donc à Ecomove, sont à la charge de cette société. Sauf à ce que, dans les discussions que nous allons avoir ensuite, à ce que la société puisse prouver que l'État est responsable de ces surcoûts. Mais pour l'instant, nous n'avons pas entamé de discussion sur ce point précis.
Alors, toujours pour rester un petit peu sur cette thématique de la complexité technique ou technologique, j'ai vu le terme dans les rapports d'analyse d'offres et dans d'autres documents de démonstrateur. Qu'est-ce que c'était que le démonstrateur? À quoi servait-il? Quel était son rôle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si c'était quelqu'un qui était chargé de montrer comment le matériel fonctionnait? Alors, le démonstrateur. L'État, dans le cadre du dialogue compétitif, a souhaité s'assurer que les candidats auraient les expertises et les capacités techniques pour développer et mettre en œuvre les composants qui interviennent dans les sous-ensembles sensibles du dispositif, basés sur des technologies, comme on l'a déjà dit, qui étaient extrêmement spécifiques et innovantes. On a donc demandé aux candidats de fournir un démonstrateur dans le cadre de la proposition initiale. Ça correspond, ce démonstrateur, à toute ou partie d'un système technique à développer qui permet d'apprécier la robustesse et je dirais, le niveau de maturité d'une solution technique en tant qu'elle répond à des fonctions qui étaient considérées comme extrêmement critiques dans le système. Les exigences qui étaient attendues étaient précisées à l'annexe du règlement de la consultation de la proposition initiale. Les résultats des essais des démonstrateurs initiaux, qui n'étaient pas engageants pour les candidats, ont été tels que l'État a décidé de demander la fourniture d'un nouveau démonstrateur dans le cadre de la remise de l'offre finale. Je rajouterai que lors de la remise de l'offre finale, pour s'assurer du bon fonctionnement des démonstrateurs, l'État a mis à disposition de chaque candidat un local sécurisé. Il a alors pu installer ses équipements, s'assurer du bon fonctionnement de ceux-ci, avant de laisser à la disposition de l'État pour les essais. Chaque candidat a disposé de conditions identiques pour l'installation de son démonstrateur, local sécurisé, électricité, surveillance, temps d'installation, essais de bon fonctionnement, etc. La qualification de la performance globale du système et la vérification du bon fonctionnement lors de la montée en charge ne faisaient pas partie de ce démonstrateur, qui a donc porté essentiellement sur la fonction de collecte des éléments d'assiette de la taxe. Donc en quelque sorte, c'est un prototype. Oui, enfin, en miniature. D'accord. Et à échelle réduite. D'accord. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions technologiques peut-être avant de passer ou sur la technique. Non, moi je suis sur le S'il y a contrat plutôt. Cratinger. Ah, Monsieur Cratinger, pardon. Merci, Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Moi, je voudrais poser une question donc, Monsieur le Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. Une question, enfin, quelques questions qui se regroupent dans un chapitre. Voilà. D'abord, le système français, celui qui a été adopté, est-il, comme le souhaitent les directives européennes, interopérable avec les dispositifs mis en œuvre dans les États qui nous bordent, en particulier dans le nord-est de la France, parce que c'est de là que s'écoule le plus grand nombre des véhicules routiers. C'est un premier élément de question. La deuxième question, deuxième interrogation, bon, la complexité est souvent évoquée. Personnellement, je ne vois d'ailleurs pas très bien comment ça ne serait pas complexe. Mais cette complexité justifiait-elle, le recours à la procédure telle qu'elle a été adoptée, c'est-à-dire celle d'un PPP. Est-ce que cette complexité avérée justifie cette procédure de PPP, ou bien y avait-il d'autres chemins, et si oui, lesquels, et quels étaient leurs avantages ou leurs inconvénients? Et puis, dans le même chapitre, y avait-il un intérêt à séparer la construction de l'exploitation d'un tel système? Question, Monsieur le Président. La première question sur l'interopérabilité. Le principe est bien, effectivement, contrairement au système allemand, où les systèmes d'équipement embarqués doivent être achetés aux prestataires, enfin aux PPistes qui gèrent le contrat, et que le système puisse
être opéré avec des équipements embarqués qui appartiennent et qui sont fournis par les différentes sociétés habilitées de télépéage. Donc le système est bien prévu pour être interopérable. Ça, c'est la première réponse. C'est d'ailleurs un des sujets que la Commission européenne a regardé de près dans tout notre dispositif. Elle s'assure que le système, si les sociétés habilitées de télépéage voulaient fournir des équipements embarqués, que ce soit une possibilité. Sur la question du recours au PPP, alors c'est effectivement la question. Alors quelle était l'alternative par rapport à quelles étaient les autres formules? L'autre formule, c'était de passer un système en maîtrise d'ouvrage public. Qui était effectivement un système qu'on aurait pu envisager. Mais effectivement, ça paraissait extrêmement compliqué et je ne suis pas convaincu que je dirais que l'administration, pas seulement celle que je dirige d'ailleurs, que l'administration était en état de prévoir effectivement une consultation sur un système aussi complexe, avec du coup l'obligation pour elle de s'assurer que toutes les interfaces étaient bien, comment dirais-je, étaient bien fonctionnelles, et avec un véritable risque que s'il y avait des dysfonctionnements ensuite, on soit dans une complexité de chercher les responsabilités des uns et des autres qui aurait été quasiment impossible. Je ne veux pas citer des exemples que je connais bien dans le bâtiment, mais c'est certain qu'à partir du moment où les bâtiments on a des bâtiments extrêmement complexes à construire. Le fait d'essayer de travailler en lots séparés rend l'exercice particulièrement compliqué, ensuite de coordination, etc. Et je ne pense pas que, en tout cas dans mes équipes ou dans celle des GDDI, nous avions les moyens humains pour assurer cette coordination et ces interfaces, sauf à utiliser alors des armadas de bureaux d'études pour nous conseiller, ce qui aurait été compliqué. Je crois d'ailleurs qu'il y a un pays, je pense que c'est le Pays-Bas, qui avait adopté cette logique de lotissement et qui effectivement était arrivé à effectivement quelque chose d'impossible avec 200 agents et des conseils divers pour mener le projet, que d'ailleurs entre-temps il a abandonné en février 2010. Je ne veux pas non plus citer des exemples que l'on connaît dans notre pays, mais je crois que l'exemple de la paye du ministère de la Défense, malheureusement, montre aussi qu'il y a quelques difficultés à gérer en maîtrise d'ouvrage direct ce genre de projet avec des interfaces multiples. Donc sur ce recours au PPP, je confirme que l'analyse qu'on a faite, l'analyse d'ailleurs de la MAP, qui a été produite, justifie totalement la procédure que l'on a mise en place. Juste pour revenir sur l'interopérabilité, l'interopérabilité, c'est avec un certain nombre de pays européens. Avec quel pays le système choisi est-il réellement interopérable? Le système encore prévoit que ce soit les équipements, c'est les équipements embarqués. Et donc, il y a plusieurs sociétés habilitées de télépéage qui se sont mises dans le système, dans le projet, effectivement, et qui proposent leurs propres équipements embarqués. Du coup, ce n'est pas celui qui est fourni par Ecomove qui est le seul qui est disponible pour les transporteurs. Oui, mais justement, ma question précise, elle est, les équipements embarqués aujourd'hui fournis par Ecomove ou par les sociétés de télépéage agréées sont interopérables sur quelle géographie? Quel territoire géographique avec quel pays? Autrement dit, je vais volontairement forcer le trait, est-ce qu'on est interopérable avec le Brésil ou est-ce qu'on est interopérable avec l'Italie? D'accord. Ce sont les réseaux. Donc c'est la question géographique que vous posez, si je comprends bien, parce que je cherchais la liste que je ne connais pas par cœur, mais la liste des sociétés de télépéage effectivement qui sont dans le projet. Donc les réseaux sur lesquels les équipements n'ont pas été choisis ni par nous d'ailleurs ni par Ecomove, autant que je sache, et SHT donc avec lesquels on travaille, sont implantés sur 4 pays: la France, l'Italie, l'Espagne, et il y en a un quatrième, la Belgique, je crois. Donc sur lequel d'ailleurs il y a un projet semblable au nôtre qui est en train d'être développé. D'accord. Donc c'est 4 pays que je peux citer.
D'accord. Par rapport au SHT, effectivement, le vrai sujet, c'est qu'effectivement, les transporteurs n'est pas à s'équiper de 50, enfin j'exagère, de 28, s'il y a 28 pays qui mettent ce genre de système, de 28 équipements différents pour traverser chaque pays. Et donc c'est effectivement les SHT qui, elles, doivent avoir un équipement embarqué qui soit interopérable dans plusieurs pays. D'accord. Et juste une autre question, parce que vous venez de parler d'un logiciel qui a posé quelques soucis à la Défense. Est-ce que justement l'une des sociétés de la SAS Ecomove n'est pas la société qui a fourni le dit logiciel? Alors, Madame la rapporteure, je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Effectivement, Steria est intervenu à un moment pour le citer, est intervenu dans le système du logiciel de la Défense. Je me permets, je ne devrais pas le faire devant des représentants de votre très haute Assemblée, de renvoyer à ce qui est écrit dans le rapport de la mission d'information de l'Assemblée sur le sujet, qui dit qu'au contraire, Steria est intervenu à un moment plutôt pour sauver le projet qu'autre chose. Le document de l'Assemblée, évidemment, est public. Alors, avant de donner la parole à Michel Teston et Louis Nègre qui l'ont demandé, moi j'avais une question à vous poser d'abord sur comment les tarifs de l'écotaxe sont fixés. Je voudrais savoir comment vous les avez déterminés, ces tarifs. Est-ce que vous avez fixé un produit total pour déterminer ensuite des tarifs, ou est-ce que vous avez déduit le produit total après avoir arrêté les tarifs? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore posée vraiment. Ah, c'est une excellente question, Madame la Présidente. Mais elle est quand même très importante. Elle est importante, excellente. J'aurais un peu tendance à renvoyer la question parlementaire. Non, je ne veux pas faire de mauvais esprit. Le chiffre qui a été évoqué depuis le début, attendu de cette recette dans les débats effectivement parlementaires, et quand le dossier a été abordé sur le plan politique, moi j'ai entendu parler, vous tous, vous avez souvent entendu parler d'un chiffre qui tournait autour d'1 milliard d'euros. C'était l'objectif que s'était fixé et que m'avait indiqué le ministre à l'époque, Jean-Louis Borloo. C'était l'ordre de grandeur de ce qu'on attendait de cette écotaxe. Et donc effectivement, on a fait deux calculs. On a fait un premier calcul qui était donc dans le respect des normes et des obligations de la Commission européenne de calculer le taux plafond qu'il était possible d'imposer aux transporteurs, puisque ce taux plafond doit effectivement refléter le coût d'usage de l'infrastructure. On a abouti à un chiffre, mes collaborateurs ont dû vous en parler, ce taux plafond de l'ordre de 16 centimes d'euros du kilomètre. Après, donc, on avait toute l'attitude pour fixer ce taux entre je crois que c'était 12, non, 12 ou 13 le taux plafond, je dis bien. Ah, le taux plafond. Le taux plafond. Donc, c'était le premier exercice. J'avais compris que c'était la réactualisation. Non, ça c'est le premier exercice de calcul. Respect des règles communautaires. Donc 16 centimes d'euros du kilomètre. On n'aurait pas pu, en l'état actuel du réseau, des coûts d'investissement, des coûts d'entretien, etc. Ça aurait pu être délicat, au regard du respect de la directive Eurovignette, de fixer un coût supérieur à 16 centimes d'euros du kilomètre. Alors après, effectivement, les 12 centimes ou les 13 centimes ont été calculés pour remplir à peu près la commande qui était de récupérer. Donc vous me répondez que c'est le produit total qui a été décidé. Bien sûr. Sachant que quand même, vous avez décidé quand même de la charge des camions. On a décidé 3,5 tonnes, on aurait pu décider 12 tonnes comme en Allemagne. Vous avez quand même aussi déterminé quand même le réseau taxable aussi. Alors c'est la loi qui a décidé. Oui, mais enfin c'est vos calculs quand même de votre ministère. Sur le chiffrage que je viens de dire, c'est effectivement les calculs de notre ministère. C'est tout à fait clair. C'est important ce que vous dites, parce que si on a décidé du tarif global, aujourd'hui c'est difficile après de dire que c'est cher les 232 millions, parce que c'est plus, voilà, on fixe. Je ne vous fais pas dire, Madame la Présidente. C'est pour ça que c'est compliqué. Je vous fais pas dire. Est-ce que vous répondiez bien à cette question? Oui, non, mais je vous le fais pas dire. Si d'abord, alors effectivement le plafond 16 centimes. Au-delà de ça, je pense qu'il y avait des risques 16 centimes ou 16 centimes 5. Je ne dirais pas au centime près, mais 16 centimes. Au-delà de ça, effectivement, il y avait des vrais risques contentieux au regard du respect de la directive Eurovignette. C'est tout à fait clair. Donc il fallait qu'on fixe un chiffre qui soit inférieur à ce montant. Je me permets juste de faire une petite allusion. Je reviendrai ensuite à votre question sur 3,5 tonnes, 12 tonnes. Si demain on décidait que les régions
devaient fixer individuellement leur taux, puisque j'entends dire ça ici ou là. Ça varie. Je dis bien si les régions devaient fixer individuellement leur taux, parce qu'il y a d'autres formules que de fixer individuellement leur taux. Et si c'était ça l'hypothèse, il y aurait un vrai sujet, pour le coup, on devrait refaire travailler les ordinateurs, parce que ce taux devrait être calculé région par région. Le plafond, je dis bien, le plafond, au regard de ce que je viens de dire par rapport aux directives européennes. Donc ça, c'est par rapport à votre question, donc sur le 12 centimes, 13 centimes, le milliard d'euros. La deuxième question, 3,5 tonnes, 12 tonnes, au-delà de la boutade, effectivement, sur le fait que ça a été voté comme ça, le chiffre, le tonnage, c'est les orientations actuelles de la Commission européenne qui incitent plutôt à mettre le seuil à 3,5 tonnes. Mais on peut, là aussi, dans toutes les discussions qu'il y a, c'est un sujet qui peut être ouvert, de savoir si effectivement on devait revenir à un tonnage plus élevé comme seuil minimum de taxation. Alors, je donne la parole à Michel Teston d'abord, qui l'a demandé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, en réponse à la question posée par Yves Cratinger, vous avez indiqué que la maîtrise d'ouvrage publique aurait posé de gros problèmes et que c'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue. Moi, je ne peux pas m'empêcher de constater que on est passé de 320 millions d'euros à 580 millions d'euros, ce sont les chiffres que vous venez de citer expressément. Et donc, il y a eu un écart très important par rapport à l'évaluation initiale. Dès lors, bien évidemment, il n'y a pas que l'aspect gestion et les problèmes que ça pouvait poser pour la puissance publique qui devaient être pris en compte. Il y a la question également du coût pour la collectivité en général. Donc, ma question est très simple. Qui a pris la décision de recourir au partenariat public-privé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous en lien avec d'autres directeurs du ministère? Ou est-ce que la décision a été politique? Oula, le choix donc a été soumis, la possibilité déjà de recourir à un PPP a été soumise au Conseil d'État, qui donc et donc sur ce plan-là, c'est le gouvernement qui pose des questions. C'est le gouvernement qui pose des questions au Conseil d'État. Et en posant la question, le gouvernement avait clairement, effectivement, en tête que ce soit une des solutions qui puisse être retenue. Ensuite, il y a eu la phase de consultation. C'est évidemment une décision du gouvernement qui a, sur proposition des directions générales, j'assume complètement, la direction générale, la mienne, la direction générale des douanes et des droits indirects, la direction du budget avait regardé ça aussi, la direction de la législation fiscale a regardé ça aussi. Donc voilà, c'est ça le processus qui a eu lieu. Et la consultation a été faite évidemment dans cette forme, avec l'accord des ministres de tutelle. Et pourquoi avoir mis en place une mission de tarification spécifique au contrat écotaxe, alors qu'il existe quand même un département d'expertise des PPP au sein de la direction générale? C'est étonnant ça qu'on ait fait ça. Bon, j'ai pas très bien compris. Il n'y a pas tant que ça de PPP de l'État. Je crois qu'actuellement, ils en ont 3 PPP à suivre. Donc, de cette direction, je pense qu'elle n'est pas surchargée. Je suis étonnée parce que après, j'ai pas très bien compris dans les auditions ce que vraiment cette mission de la tarification avait fait. Voilà. Pas la mission de tarification, parce que je pense qu'elle est. Vous les avez auditionnés, je pense que c'est la mission de tarification qui a piloté tout le projet. Donc je ne parle pas du département PPP. Attendez. Donc, pour revenir là-dessus. C'est pourquoi la création de cette mission? Alors, pourquoi la création de cette mission? C'est parce qu'il s'agissait d'un projet extrêmement spécifique, comme vous l'avez fait remarquer, qui en plus a nécessité de faire travailler 2 directions générales ensemble. Puisque le projet il a été conduit complètement, la plupart des notes qui ont été faites sur le sujet ont été co-signées entre moi-même et mon collègue des douanes. Alors il y a certes un département d'expertise sur les PPP dans ma direction générale, dont vous avez auditionné le responsable, et je voudrais juste faire un tout petit décrochage par rapport à ça. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable a expertisé le système et la manière dont les PPP étaient gérés pour l'ensemble du ministère. Il y a un rapport qui a été remis, que évidemment nous tenons à votre disposition sur le sujet, et il a considéré qu'on avait une optimisation qui était très convenable. Il a même proposé, allant dans un sens qui est totalement, comment dirais-je,
qui n'est pas celui que vous suggérez, qui serait au contraire que cette mission n'intervienne qu'en conseil des services qui gèrent des PPP. Donc elle n'est aucune mission opérationnelle. J'ai fait le choix, qui a été retenu par les arrêtés successifs d'organisation du ministère, j'ai fait le choix que ce département de PPP traite effectivement les PPP routiers, qui sont ceux qui sont traités par la direction dans laquelle est rattaché ce département PPP, et les autres PPP sont traités par des services différents. Donc la mission tarification qui a été mise en place, mais je vous répondrai précisément par écrit sur toutes ces motivations, la mission tarification qui a été spécifiquement mise en place pour la complexité du projet et pour être clairement complètement en binôme avec la Direction générale des droits et des douanes et des droits indirects, avec un directeur que nous avons choisi d'un commun accord, Antoine Mocor qui est derrière moi, assisté en fait de deux adjoints, je dirais, un à la DGITM, Olivier Coy, et l'autre à la DGDDI, qui est Anne Corail. Donc l'idée était vraiment, effectivement, d'avoir une mission très très spécifique là-dessus, qui par contre a eu recours évidemment à des expertises diverses dans le ministère quand il y en a eu besoin. Et encore une fois, donc on est plutôt par rapport à la question que vous posez un peu à l'inverse parce qu'on pourrait imaginer aussi à l'inverse de ce que le Conseil général nous avait suggéré, on pourrait effectivement imaginer que donc une formule où le département PPP ne traiterait aucun PPP et une autre au contraire où il traiterait tous les PPP du ministère. Mais bon, j'ai considéré à tort ou à raison, je pense que encore une fois, le projet étant ce qu'il est, on est quand même arrivé à le conduire, me semble-t-il, correctement. C'est une appréciation personnelle sur ce sujet. De confier tous les PPP à ce département aurait sans doute gonflé un peu trop fort et sur un sujet pareil aurait rendu difficile la production du dispositif. Mais je répondrai par écrit sur ce point, y compris sur les décisions qui ont confié le pilotage, etc., puisqu'il y a des vrais sujets. Oui, pardonnez-moi d'insister et de poser et de reposer des questions, mais on est en commission d'enquête, donc on aime bien avoir les réponses, y compris par plusieurs biais. Bien sûr. Sur ce PPP, chaque fois qu'on pose la question de la pertinence du PPP, on nous répond le Conseil d'État a dit que. Mais le Conseil d'État n'a jamais dit que c'était la meilleure des solutions. Il a simplement considéré qu'il était effectivement possible de passer un PPP, y compris pour tous les aspects fiscaux, sous réserve de certaines conditions, etc., etc. Donc, nous répondre que le Conseil d'État a dit que, me semble-t-il, n'est pas la réponse à la question. La question précise, elle est un PPP pouvait-il ou devait-il être la meilleure des solutions, quel que soit l'endroit où on mettait le curseur. Donc aujourd'hui, le curseur, les douanes nous l'ont clairement explicité, c'est le recouvrement forcé, c'est de notre compétence et tout le reste, c'est de la compétence du privé. Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution? Est-ce que c'était la solution à la fois la plus simple? Est-ce que c'était la solution qui permettait de garantir le meilleur fonctionnement et investissement des finances publiques? Est-ce que c'était la solution qui permettait le meilleur contrôle? Est-ce que c'était la solution qui permettait d'aller le plus vite? Écoutez, j'ai essayé de répondre à cette question. Je n'ai probablement pas été assez clair, mais ma réponse elle est oui. J'ai essayé de donner les explications. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est des systèmes extrêmement proches en plus qui ont été retenus à l'étranger. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Enfin, je vous dis la complexité du système, l'intégration du système, le fait effectivement la difficulté d'avoir à gérer des interfaces entre des intervenants divers, l'absence de compétences suffisamment nombreuses et qualifiées au sein de nos structures faisait que c'est la démarche qui apparaissait la plus logique. A demandé la parole. Il y a une des questions de M. Teston auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, il faut le faire. Pardonnez-moi. Bon, je m'excuse. Non, c'est moi qui ai... Bon, ça vous va. OK. Alors, c'est... Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Je vais aborder cette question. Vous voyez, depuis une demi-heure, ça tourne autour de la MOP ou du PPP. Finalement, on se demande pourquoi, quelle mouche vous a piqué de prendre un PPP. On voit bien la difficulté d'aborder ce sujet. Alors, moi, je vais le prendre d'une manière un peu différente. J'ai quelques souvenirs de la toll tax qui s'est installée en Allemagne. Et ma question est donc, ma première question,
elle est la suivante. Qu'ont fait les autres pays européens qui se sont retrouvés dans la même situation d'établir une écotaxe? Est-ce qu'ils sont passés par la MOP ou est-ce qu'ils sont passés par des PPP? Ma réponse, là aussi, je parle sous serment, donc je ne veux pas dire des choses dont je ne suis pas sûr. Il y a au moins 2 pays où je suis tout à fait sûr que c'est passé en PPP, c'est l'Allemagne et la République tchèque. La Slovaquie, pardon. La Slovaquie. Donc 2 pays sur lesquels je suis sûr. Et autant que je sache, mais là pareil, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que la Belgique est en train de s'engager sur le même principe. Bien. Donc inversement, est-ce que vous connaissez des pays européens qui sont passés en maîtrise d'ouvrage public pour mettre en place... Ma réponse sous serment, il y en a peut-être un qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est la Suisse. Donc avec un système, effectivement, notamment sur les poids lourds, qui est spécifique et qui est plus ancien, je crois, un des plus anciens. Donc ça serait intéressant de savoir, et je le dis à la commission d'enquête, pourquoi les autres pays ont pris un système qui n'est pas la MOP. Bon. La deuxième question que je pose, au niveau des industriels et des innovations technologiques du système mis en place, là encore, pour être allé sur place, on a cru comprendre que c'était un système très innovant. Bon. L'interopérabilité en particulier. Oui. Bon, j'ai vu que nous avions des entreprises françaises là-dedans, et pas que les Italiens, des entreprises françaises comme Thales, etc., qui sont des entreprises de pointe. Est-ce qu'on peut imaginer que cela pouvait avoir un effet sur la capacité d'exportation demain d'un produit français innovant? Est-ce que ça a joué à un quelconque moment? Et est-ce que l'industrie française pouvait en tirer gloire? Voilà. Alors, il y a dans l'ensemble du système, il y a les SHT déjà, qui sont pour certaines françaises, donc effectivement qui participaient à un système en France et qui du coup pouvaient opérer dans d'autres pays. Vous avez cité Thales, je suis convaincu que si je suis convaincu, donc c'est un sentiment que je donne, c'est pas une affirmation. J'ai tendance à penser que si il n'était pas arrivé ce qui est arrivé à notre taxe en France, Thales aurait pu être en bonne position pour répondre en Belgique et donc exporter la technologie en Belgique. Troisième et dernière question, c'est une question, j'allais dire, sinon d'ambiance, du moins de fond. Si c'était à refaire, monsieur le directeur général, referiez-vous la même chose et auriez-vous le même choix à préconiser? Alors, ma réponse elle est claire, c'est oui. J'ai aucun état d'âme là-dessus. Je ferai juste un commentaire, parce qu'il y a un moment où, sur le plan personnel, puisque là vous posez une question très personnelle, je me permets juste de faire un commentaire. Vous avez sans doute, en tout cas pour certaines ou certains d'entre vous, lu des déclarations récentes du vice-président du Conseil d'État, qui est notre chef à tous fonctionnaires, qui incite les fonctionnaires à prendre des risques. Et qui dit que c'est pas parce que la société surveille de plus en plus. J'ai même son interview là, je l'ai lu juste avant de venir, qui dit que c'est pas parce que la société demande de plus en plus de rendre des comptes qu'il faut que les fonctionnaires soient attentifs et ne prennent pas de risques. Donc je pense à titre personnel qu'effectivement moi-même, mon équipe, nous avons pris des risques en conduisant ce projet. C'est tout à fait clair. Je les assume complètement et encore une fois, je vous dis que s'il fallait les refaire, je referais de la même façon. Alors, Éric Doligé a demandé la parole. Eh bien, merci, Madame la Présidente. Juste une incidence, je pensais, comme le Conseil d'État, le président du Conseil d'État ou le vice-président du Conseil d'État a dit qu'il fallait prendre des risques. J'espère qu'il en prendra dans le cadre du découpage des cantons et qu'il saura regarder ça avec beaucoup d'attention. Bref. J'ai assez envie de vous lire. C'est vous qui m'avez... J'ai assez envie de vous lire, si vous... Elle est très courte, la partie de son interview qui parle de ça. Oui, ça m'a beaucoup interpellé, je vous le cache pas. La prudence et la prévoyance sont deux qualités nécessaires dans la prise de décision publique. Je pense assumer ça, mais elles ne doivent pas être dévoyées au point de devenir de la réticence et de la frilosité, voire de la crainte d'agir. La conduite des politiques publiques implique que des risques soient pris et assumés. Et or, aujourd'hui, alors que les méthodes de management reposent sur la performance et l'évaluation, se développent paradoxalement et de manière préoccupante des comportements de plus en plus précautionneux. La société française a de plus en plus soif de justice, etc. Mais cela ne doit pas être un facteur d'inhibition
les décideurs publics doivent accepter et dépasser ces contraintes. Bien, merci. Je de cette interview. N'ai pas eu le temps de la prendre par cœur, mais je le regarderai parce que je lui ressortirai à l'occasion. Oh, je peux vous voilà. Vous me le passez. Alors, ça peut m'être utile. Bien. Donc merci. Ceci étant, on a réglé nos affaires personnelles. On va passer peut-être revenir au sujet. D'abord pour vous dire que moi je considère que le partenariat public-privé a été mis en place comme un outil qui doit permettre effectivement d'apporter des réponses dans certains cas. Et quand on prend la définition de l'objet du marché qui a été passé, je trouve que c'est tout à fait dans le cadre des PPP. Enfin bref, chacun a sa vision. Moi je pense que si j'avais été... si un jour j'avais pu être directeur général des routes, je pense que d'abord j'aurais mieux réglé mes problèmes routiers chez moi, et puis ensuite j'aurais probablement passé la même procédure. Ceci étant, dans les délais, moi je m'interroge parce qu'on parle toujours du délai auquel devait être livré le processus définitif qui était au mois de septembre, au mois de juillet ou au mois d'août 2013, je crois. Le 20 juillet 2013. 20 juillet 2013. Mais je me souviens d'un certain nombre d'auditions qu'on a pu avoir avant, dans le cadre d'un certain nombre de réflexions, du transfert des routes, et puis au-delà, dans le cadre de la mise en place de ce système d'une écotaxe. Et je me souviens qu'on avait évoqué des mises en œuvre plus précoces, si j'ose dire. Tout à fait, Monsieur le Président. Donc, ce serait peut-être intéressant quand même de resituer dans le cadre par rapport à la loi origine, parce que moi je me souviens que dans certains budgets, dès 2012, me semble-t-il, on marquait déjà ou on inscrivait déjà des recettes potentielles. Donc ça n'est pas qu'à partir de juillet 2013. Donc il y a ce point particulier, puis de voir la date réelle d'entrée en œuvre qui était prévue au mois de juillet. Alors effectivement, on vous a posé les questions, les retards dus à Ecomove, etc. Je pense aussi qu'à l'époque où on en est, maintenant et par rapport à la future mise en œuvre, tous les retards ne seront pas dus à Ecomove entre la mise en œuvre réelle et l'application de la facturation et la date d'aujourd'hui, puisque si Ecomove n'est pas encore tout à fait prêt ou est prêt aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore pour un certain nombre de mois. Donc il y aura des responsabilités qui probablement vont être de plus en plus partagées. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu, c'est pour ça que je n'aimerais pas qu'il y ait une fausse information qui circule. On dit que les taux pourraient être fixés au niveau des régions. Enfin, non, mais c'est des bruits qui courent. Enfin, je les ai lus comme vous. Je les ai lus comme vous, mais je rectifie parce que, enfin, je précise parce que, à ma connaissance, c'est pas les régions qui sont responsables des routes sur le terrain. Et si les régions se mettent à déterminer des tarifs au niveau régional, alors que la propriété des routes n'est pas la leur et qu'elle est très variable selon les territoires, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc je me permets cette incidence tant qu'une nouvelle loi n'est pas votée sur les nouvelles régions, ou alors cela sous-entend qu'on fait disparaître les départements et que les régions reprennent les routes. Donc ce n'est pas neutre, tous les débats qui ont lieu actuellement, et je pense qu'il faut faire très attention à ces prérequis qui m'inquiètent quelque peu. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu le coût pour la collectivité. Je voudrais rappeler quand même que le rapport financier est prévu, coût de 1,2 milliard en gros, coût facturation d'1,2 milliard, et puis rapport net pour l'État de 900 millions à peu près. Un peu moins compte tenu de ce qui est prévu pour les collectivités. Oui, enfin, il y avait 100 et quelques. Oui, voilà. Donc c'est quand même un bon rapport financier. Moi, je ne sais pas, si on me donnait l'autorisation de le faire, un tel rapport financier, je plongerais dessus rapidement. Donc, c'est pas si mauvais que ça comme rapport financier. C'est vrai que ça coûte cher à percevoir, mais investir 200 millions pour en récupérer 800 ou 900, c'est quand même pas une si mauvaise affaire. C'est pas une critique, c'est une constatation. Moi, j'en suis ravi pour ma part. Après, dernier point, et là, c'est une question que je pose systématiquement. Bon, vous l'avez vu dans les coûts, enfin dans les recettes plus exactement, les collectivités doivent percevoir 100 à 160 millions, enfin ça dépend du trafic, un certain nombre de choses. Donc les collectivités attendent
avec une certaine impatience qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau de l'État dès qu'Ecomove sera totalement conforme pour que les recettes arrivent. Et pensez-vous, d'abord, est-ce que vous avez une idée de la date? Bon, ça, c'est peut-être lire dans le marc de café, parce que ça dépendra plus de décisions politiques, probablement, que de décisions administratives. Ensuite, les collectivités qui attendaient des recettes sont-elles en droit d'attendre des arriérés de recettes? Donc, c'est un sujet important sur lesquels, bien sûr, les collectivités qui inscrivent des recettes importantes dans leur budget dans des périodes difficiles iront certainement demander des comptes à un moment donné, parce que ça sera de la responsabilité de l'État d'avoir décidé. Peut-être, Éric, laisser la suspension un tout petit peu de côté. Je préférerais que d'abord on termine sur toutes les questions qu'on a, les questions générales, sur le contrat lui-même, sur les choix qui ont été faits, et la suspension et ses conséquences un tout petit peu à la fin, pour qu'on soit, parce qu'on est tous à avoir beaucoup de questions sur la suspension, donc on reviendra là-dessus. Mais sur les retards, je crois que c'est important que vous puissiez répondre à ce stade-là. Oui, je vais répondre à deux des questions de M. Deligé. Effectivement, j'allais proposer effectivement d'essayer de regrouper, parce que en plus c'est des sujets qui sont pour partie pas du tout dans ma main, vous vous en doutez, sur la suspension. Sur la date, donc effectivement, dans une version optimiste, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, et j'ai fait allusion à l'incitation très forte et au volontarisme du ministre de l'époque sur le fait que ça aille vite. On avait imaginé que ça puisse entrer en service effectivement fin 2011, début 2012. C'était ça le scénario. Alors, il y a eu deux éléments par rapport à deux éléments qui ont fait que ce calendrier a été décalé. Le premier, c'est qu'effectivement, les procédures, comme vous avez pu le voir, ont été assez compliquées. La mise au point, effectivement, du cahier des charges, les échanges avec les uns et les autres pour être sûr qu'on ne faisait pas fausse route, la procédure de dialogue compétitif, etc. Tout ça a fait que, je dirais que par rapport au 31 janvier 2012, et au 1er janvier 2012, je dirais comme date de référence, j'assume parfaitement qu'il y ait eu effectivement, sur le plan technique, dans la gestion de la préparation du dossier, un délai d'à peu près, je dirais, un an supplémentaire. Voilà à peu près ce que, sur le plan technique, par rapport encore une fois au volontarisme qui était affiché. Je n'ai plus en tête les délais qui ont existé en Allemagne pour la mise en place du dispositif, mais avec ces délais-là et par rapport au premier vote du dispositif, donc en loi de finances 2009, je pense que si on avait respecté encore une fois 2012 courant ou fin 2012, ça aurait été très 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 bien. Et puis on a perdu aussi, et là par contre évidemment je n'assume pas, même si ça fait partie du projet, on a perdu effectivement de l'ordre de 6 mois avec le contentieux au Conseil d'État sur le classement et du contrat qui a pris, je dirais, toute la première moitié de l'année 2011. Puisque le recours a eu lieu début 2011 et qu'il a été jugé par le Conseil d'État fin 2011. Donc voilà à peu près. Encore une fois, les dates qui étaient affichées au début étaient sans doute très volontaristes, mais le ministre, encore une fois, insistait pour que ça avance. La deuxième question par rapport au coût, moi je ne dirais pas grand-chose par rapport à ce que vous avez dit. Madame la Présidente y a fait une allusion. C'est de faire des calculs en pourcentage, effectivement, c'est un peu compliqué dans la mesure où on fixe un taux. Donc à la limite, si demain on décidait de fixer un taux à moitié de ce qui est actuellement, le coût en proportion deviendrait absolument faramineux. À l'inverse, si on allait au plafond, en pourcentage, il serait plus faible. Puis je dirais aussi, là aussi, parce qu'il faut comparer évidemment avec les coûts des pays étrangers, ça on a des éléments qui sont à votre disposition sur le coût de gestion des dispositifs, qui encore une fois ne sont pas interopérables. Et puis, sans non plus vouloir jeter quelques pierres que ce soit à qui que ce soit, il y a un autre exemple dans notre pays de gestion d'un système beaucoup plus simple que celui-là, qui est le système de gestion des radars automatisés. Je crois que par rapport à la recette, il est plus élevé que le coût de notre projet, ce qui est quand même, alors qu'il n'y a pas de système de suivi satellitaire, et donc il est dans le principe plus simple. Mais en disant ça, je dis bien que je ne jette pas la pierre, parce que dans ce projet,
j'ai pris soin de dire dans l'introduction que le sujet des radars automatisés, contrôle automatisé, ce ne sont pas des sujets qui sont faits uniquement pour récupérer de l'argent. Les radars automatisés, c'est pour la sécurité routière. Et donc que c'est un coût qui soit supérieur à un coût de perception d'une taxe, je dirais, entre guillemets, ordinaire, et paraît tout à fait justifié. Et il en est de même pour ce projet. Il y a effectivement la volonté de percevoir une taxe, mais il y a aussi une volonté d'opérer du report modal, d'améliorer les chaînes logistiques. Et ça a un coût. Il y a aussi une volonté de faire payer les transporteurs étrangers qui sont en transit dans notre pays. Et tout ça a un coût. Donc de dire que c'est un impôt qui coûte scandaleusement cher parce qu'il n'est pas à 2% du coût de perception. Voilà, il y a un exemple qui sont les amendes radars. C'est pas un impôt, mais c'est la perception effectivement d'amendes où il y a une volonté politique de faire un projet et d'améliorer la sécurité routière. Ça a un coût. Et il y a notre projet aussi qui, pour ces raisons, est plus cher effectivement qu'un système de perception d'une taxe entre guillemets ordinaire. Et c'est d'ailleurs le choix qui a été quand même fait par d'autres pays. Donc ça doit malgré tout pas être si idiot que ça. Avant que je donne la parole à M. Grignon qui a demandé, pour rester sur les retards quand même, est-ce que vous pourriez nous dire, alors vraiment très directement, est-ce que vous estimez que l'État a une part de responsabilité dans les 2 premiers reports de la taxe poids lourd? On n'est pas encore dans la suspension, mais le 20 juillet, on n'est pas prêt a priori. Le 1er octobre, on n'est pas prêt a priori. Est-ce que sur ces 2 premières dates, il y a une responsabilité de l'État ou si c'est uniquement une responsabilité des comouves? Je considère, pour en avoir parlé avec mes services qui sont derrière, et pour avoir suivi un certain nombre de comités de pilotage du projet, je considère que il n'y a pas de responsabilité de l'État dans ces retards. Que c'est une position que je défendrai si par malheur demain il y avait un contentieux sur ce sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'on gagnera parce que je pense qu'Ecomouv aura des arguments à nous opposer. Ce n'est évidemment pas la position d'Ecomouv sur ce retard de 6 mois, mais je pense que de plaider que le retard est imputable entièrement à Ecomouv et aujourd'hui en tout cas l'option que je privilégierai. D'accord. Alors on en reparlera. Je ne vous dis pas que je gagnerai. Je ne vous dis pas que l'État gagnerait. La suspension, on en parlera après. D'accord. Je ne vous dis pas que l'État gagnerait, mais je dis que c'est la position que je conseillerais. Vous précisément sur les retards là-dessus, sur ces 2 points. Je vous dis clairement que c'est la position que je défendrais si demain il y avait un contentieux à défendre sur ce point précis. Mais sans être sûr de le gagner, comme tout contentieux. Alors, M. Grignon a demandé la parole et après, ce sera M. Kratinger qui l'a redemandé. Merci, Madame la Présidente. On tourne beaucoup autour du pot entre les 350 et les 630 millions. Alors, moi, j'ai une question à poser à Monsieur le Directeur, et s'il peut me répondre en son âme et conscience. On est dans ce cas-là avec un sujet très complexe où l'État n'assurait que la maîtrise d'ouvrage du projet. Ma question est, si on était allé plus loin, comme le réclament certains, avec l'État qui assume la maîtrise d'œuvre en s'entourant de tous les conseils qu'il faut, et tous les problèmes que vous avez évoqués, que cela suppose de choses à régler entre les uns et les autres, est-ce que vous ne pensez pas, sans jeter la pierre à personne, sur le premier chiffre, parce que je sais combien c'est complexe, que cette fois-ci, le dérapage aurait été catastrophique? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas l'assurer. Je ne peux pas l'assurer, mais je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, il n'aurait peut-être pas été... pour répondre précisément à votre question, je faisais allusion au bâtiment. L'État ne compte pas la somme des dépenses qu'il fait. Alors, il y a évidemment toutes les dépenses de personnel qu'il a fallu recruter, mettre en place, de bureaux d'études, etc. Mais pour avoir, là encore, faire des références à des sujets plus simples que je maîtrise plus pour les avoir pratiqués très en direct, qui sont des sujets de bâtiment, on peut avoir, quand on fait ce genre de choses en lots séparés, des offres qui, dans un premier temps, sont assez alléchantes, et quand on fait calcul de lot par lot, plutôt avoir des résultats positifs, mais c'est ensuite dans les sujets d'exécution, effectivement, et de problèmes de responsabilité des uns et des autres, et d'interface, que l'on peut avoir des dérapages. Donc il n'est pas impossible que le résultat d'un dépouillement, dans un premier temps, ait été du même ordre de grandeur, et qu'ensuite la gestion du contrat, des contrats pour le coup, parce qu'il y aurait eu une multitude de contrats, aurait été beaucoup plus compliquée. Je n'ai pas fini, madame. Excusez-moi, Non, mais... D'accord. Je continue, c'est pas grave. Bon, j'ai les mêmes interrogations que M. Dollinger, on en parlera après, mais enfin, pour mon département, c'est 1 million. Ah, je n'ai pas répondu à la question de M. Dollinger. Mais... Oui, pour mon département... Non, M. Dollinger, M. Grignon, M. Dollinger, je suis désolé. Je peux douter que le sujet... alors, la date probable, on en parlera tout à l'heure, comme le suggère le président. Les manques à gagner, je suis désolé. Vous doutez que ce n'est pas un élément auquel je peux répondre personnellement. C'est un sujet que vous allez poser sur le plan politique, j'imagine, monsieur le sénateur.
Bon, alors je ne pose pas la question, mais j'indique quand même, monsieur le directeur, que ça fait 1 million d'euros en moins dans le département du Bas-Rhin. Et ça fait encore plus puisqu'on voulait être expérimentateur et qu'on n'a pas pu avoir la petite plus-value. Bien, mais j'ai une question de fond encore. Parce que là, je m'interroge, ce qui nous pourrit la vie avec ce système, c'est les 3,5 tonnes. Si on passait à 12 tonnes, quel serait le manque à gagner ou quel serait le prix à mettre? Vous ne savez peut-être pas aujourd'hui, mais quel serait le prix à mettre au lieu des 12 ou je ne sais plus combien de centimes, sans aller jusqu'à 16 peut-être, parce que ça nous simplifierait vraiment la tâche en région avec les transports de proximité, j'en passe et des meilleurs, on connaît tous le problème. Alors, je vais essayer de répondre à votre question sur les deux aspects, monsieur le sénateur. Le premier aspect, c'est si... donc il va falloir faire une règle de 3 que je n'ai pas faite. Dans ma tête, en tout cas, le chiffrage que l'on a, encore une fois, là sont les études de trafic du jour, c'est que si on passait à 12 tonnes, le manque à gagner de recettes serait de l'ordre, je dis bien, de 200 millions d'euros. Donc, en faisant la règle de 3, il faudrait passer probablement à un chiffre de l'ordre de 15 centimes si on veut avoir la même recette, ce qui est un postulat. Voilà, ça doit être ça le calcul. Je le fais de tête, ça doit être de passer à 14 ou 15 centimes pour avoir la même recette. Alors, par contre, il y a un deuxième volet à votre question que vous n'avez pas soulevé, mais qu'il faut bien évoquer. Ce choix fait changer le système technologique, au moins des équipements de contrôle fixe, donc les fameux portiques, puisque les portiques qui ont effectivement été conçus par Thales sont faits pour reconnaître des masses autour de 3,5 tonnes. Vous pouvez nous dire quel est le coût unitaire d'un portique? Parce que c'est une question qui est posée par la Commission. C'est l'ordre du million d'euros. 1 million d'euros un portique? Oui, c'est 1 million d'euros les gros portiques, c'est bien ça l'ordre de grandeur. Bon, si on voudrait parler plus des portiques, je parlerai plus des portiques aussi. Donc effectivement, il y a, alors là-dedans, il y a évidemment l'aspect matériel, métallique, et il y a évidemment aussi, enfin, ce qui est coûteux, c'est les systèmes de reconnaissance de forme, et c'est en ça qu'il y a une technologie effectivement hyper pointue de Thales. Donc il faudrait discuter avec Ecomove pour voir dans quelle mesure effectivement et à quel coût, parce que qu'ils puissent le faire, je n'ai aucun doute sur le sujet, à quel coût ils peuvent proposer de faire cette transformation. Et il faudra aussi discuter avec les douanes, si je peux me permettre, monsieur le directeur, parce que les douanes nous ont dit que s'il fallait qu'on bouge quelque chose, ben, il fallait revoir tout l'environnement administratif, des arrêtés, des décrets, etc. Ah oui, bien sûr. Et qu'il y en avait pour 4 à 5 mois avant que ça soit opérationnel. Je vous oui. dis ce qu'on a entendu dans l'audition. Ça, je dirais que c'est la... mais ça va se rajouter dans le coût aussi. Hein. C'est des sujets internes à l'administration, mais de toute façon, on parlera tout à l'heure de la suspension et d'un démarrage éventuel, délai pour un redémarrage éventuel, parce que je ne doute pas que vous poserez cette question, entre le top départ et le jour où ça peut fonctionner. Il y a effectivement tout l'environnement administratif, mais je le faisais ça... on va y revenir après sur la suspension. Je le faisais sous mon chapeau. Par contre, effectivement, le sujet technologique, il est là. Il y a un vrai sujet technologique malgré tout. Mais qui est surmontable, je suppose. Je n'en ai pas parlé en détail avec Thales. Je pense que la réponse est oui, c'est faisable sur ce plan-là. Mais le sujet, c'est à quel coût, surtout alors dans le contexte compliqué dans lequel on est, dans la gestion du contrat avec Ecomove, vous vous en doutez. D'accord. Monsieur Krattinger et ensuite Roland Ries. Merci. Déjà pour rappeler qu'il y a 5500, même un peu plus, je crois, kilomètres de routes départementales qui sont taxables, monsieur le directeur. Je crois que c'est à peu près ça. Oui, c'est bien ça, monsieur le président. Et que c'est en application du texte de la loi qui a été adopté au Parlement. Et donc, ce réseau taxable, il appartient principalement à l'État et de façon secondaire au département. Il y a très peu de voies communales qui sont taxées. Il y a le périphérique de Strasbourg. Oui, il y en a très peu, j'ai dit très peu. Voilà. Je parle sous contrôle de monsieur. Et donc, bon, c'est pour le décorum, c'est pas ma question, mais il faudra quand même discuter si un jour il y avait un barème qui ne soit pas national avec ceux qui sont concernés, quoi. Il faudrait quand même éviter de confier la mission à ceux qui ne le sont pas. Bon, moi je partage le point de vue exprimé tout à l'heure par Éric Deligé.
Et en même temps, je voudrais poser à monsieur le directeur une question assez directe, quoi. Hein. Bon, il y a eu des retards, il y a eu, etc. Moi, j'ai beaucoup suivi ce dossier, donc je comprends tout ça. Mais j'ai envie de lui poser une question très directe. Bon, tout au long de ce dossier, qui maintenant a vécu des périodes sous deux majorités différentes, donc sous deux gouvernements différents. La commande politique a-t-elle toujours été claire et suffisante, je dirais? Suffisamment précise, suffisamment forte, suffisamment rapide quand elle devait trancher. Hein? Sinon, dans quel domaine, dans quel cas, dans quelle situation ça n'a pas été suffisant? Parce que ces retards, ils ont alors des causes administratives, mais n'ont-ils, ou des causes techniques, mais n'ont-ils que des causes administratives et techniques? Hein? Et il y a eu visiblement une sous-évaluation, enfin tout du moins moi je le ressens comme ça, au départ, des contraintes et des délais indispensables. Bon, alors après dans l'euphorie, des fois on annonce des choses pour demain matin et ça se produit un peu plus tard, hein, mais et donc est-ce qu'aujourd'hui, bon, on en est, l'arrêt, enfin je l'espère provisoire de cette démarche de taxe poids lourd, que j'espère provisoire personnellement, bon, c'est autre chose qui s'est passé que disons la réalisation de l'équipement qui permet de la collecter, hein, et du suivi et du contrôle. C'est autre chose, mais dans cette partie même, depuis la décision ici même au Parlement, jusqu'au mois d'octobre, début octobre, on enregistrait les PL. 180 voilà. 000. 180 000. Ouais. Donc, dans cette phase-là, est-ce que, voilà, est-ce que sur cette phase-là, vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que c'était clair, suffisant tout le temps? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Est-ce que il y a quand même eu, hein, moi je prends un exemple précis, quoi. Le texte qui avait été, qui est paru d'ailleurs à une date, bon, qui est facile à retenir, hein, le 6 mai 2012, concernant la récupération sur, voilà. Hein, honnêtement, moi quand j'ai essayé de le lire, j'ai imaginé immédiatement les difficultés que pourrait avoir un petit transporteur avec 1 ou 2 ou 3 camions. Comment il allait faire ça le dimanche au lieu de regarder la télé ou d'aller se promener, quoi. Hein. Donc, bon, alors ça, on a refait un truc après, etc. D'après vous, qu'est-ce qui fait que on est, je ne dis pas perdu, mais qu'on est consommé tout ce temps? Voilà, je ne vais pas dire perdu, parce que c'est jamais perdu. Sur la gestion, puisque vous me posez une question, Monsieur le Président, je ne reviens pas sur le réseau local taxable. Hein, je crois qu'on a... mes collaborateurs ont dû donner des explications. Sur ce réseau, moi j'avais trouvé que ça s'était très bien passé, la discussion avec l'État. On a appliqué la loi. Une certaine la petite marge d'interprétation qu'elle laissait. Et puis le Conseil d'État a arbitré au bout. Oui. Donc... On a discuté département par département et on est arrivé à un consensus dans la quasi-totalité des départements. Bon. Et le Conseil d'État a fixé. Oui. Donc je ne reviens pas sur ce sujet. Je pense qu'au contraire, enfin, je suis convaincu qu'il a été géré du mieux possible, effectivement, compte tenu de la manière dont la loi a été rédigée et des processus qui ont été mis en place de discussion département par département. Encore, c'était un travail assez astronomique que de regarder quels étaient les effets de report, parce que c'était bien ce que prévoyait la loi, que le réseau local taxable devait être essentiellement celui sur lequel il y aurait des effets de report liés soit à l'écotaxe, soit existants déjà liés au système autoroutier. Donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet et je crois effectivement qu'on est arrivé à un compromis dans le cadre, encore une fois, du respect de la loi, hein, qui avait été votée par le Parlement. Alors vous me posez une question qui est, si je peux la résumer, je pense en un mot, Monsieur le Président, qui est celle, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des retards qui étaient provoqués par une gestion politique du dossier? C'est pas ça, alors j'ai mal compris, parce que c'est... Il y a des arbitrages politiques qui doivent arriver, de façon très honnête, hein, je ne mets pas du tout en cause. Et si on les donne le lendemain matin de la question posée, on ne perd pas de temps. Bon. Si on les donne 6 mois après, on perd 6 mois. Alors c'est aussi simple que ça. Je ne peux que répéter hein, ce que j'ai dit dans mon petit propos introductif. J'ai toujours eu une pression politique forte pour que le dossier avance. Et le décret que vous... Et je n'ai jamais eu, alors pour le coup, d'aucun de mes patrons,
ministre ou secrétaire d'État. Je pense que les douanes, je ne devrais pas le dire à leur place, n'ont pas eu non plus de message dans un sens différent. Je n'ai jamais eu de message me disant qu'il fallait lever le pied ou ralentir. Ça, c'est là, je suis tout à fait formel. Juste une explication, puisque c'est un texte réglementaire et donc l'administration l'a préparé et en porte une part de responsabilité, sur le décret que vous évoquez du 6 mai 2012, avec certes toutes ces imperfections. Je pense, mais là pour le coup, ce sont les ministres qui les signaient qui vous le diraient peut-être mieux que moi, mais enfin mon analyse personnelle, encore une fois, donc c'est un peu compliqué quand on parle sous serment de donner des analyses personnelles. Mon analyse personnelle, c'est que le gouvernement sortant a voulu, avant de laisser la place, avoir un texte qui puisse exister. C'est-à-dire que ce décret était prévu dans la loi qui a créé l'écotaxe, et le gouvernement sortant a voulu laisser un dossier qui puisse effectivement fonctionner en l'état, encore une fois avec toutes les imperfections. Donc il y avait à tel point d'imperfection qu'on a beaucoup discuté dans mes services pour préparer ce décret, qui a été effectivement très compliqué, qui était difficilement applicable, j'en conviens complètement, mais il répondait à la loi telle qu'elle était rédigée. Il y a à tel point que quand le nouveau gouvernement est arrivé, c'est une des premières questions que m'a posé le ministre délégué, bien entendu, était de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce décret, il est inapplicable, etc. Bon, dont acte, mais que simplement on a évidemment discuté avec son cabinet et qu'on s'est aperçu assez rapidement que c'était la loi qu'il fallait changer et que ce n'était pas un dispositif réglementaire qui permettait simple, qui aurait permis d'écrire et de transcrire ce souhait effectivement qu'il y ait un système de répercussion qui s'est finalement transformé en majoration. Donc voilà une tentative d'explication. L'exécution du contrat EcoMove. Non, pas du tout. Ça n'avait absolument rien pas, à voir. puisque c'était un sujet avec les transporteurs uniquement. Voilà. Non. Voilà, ça ne peut pas être à voir qu'avec les transporteurs, pas du tout avec les EcoMove. Et encore une fois, je pense que si... Les transporteurs et ceux qui passent commande, qui après. Je peux que redire que si le décret initial est sorti très très tard, c'est qu'effectivement on avait beaucoup de difficultés en interne à l'administration et avec nos cabinets de l'époque de rédiger quelque chose qui permette d'appliquer la loi, ça c'est tout à fait exact, et que c'est à tel point qu'effectivement quand on a voulu mettre quelque chose de plus clair, on a proposé au ministre de changer la loi, ce qui a été fait donc début 2013. Voilà, vous avez donc pu suivre une audition devant la commission d'enquête sur la mise en place de l'écotaxe poids lourds. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.